Après un culte vibrant où les chants avaient résonné jusqu'aux entrailles de l'église, la congrégation se dispersa lentement, échangeant des sourires et des bénédictions. Alors que sœur Émilie rangeait son cahier de notes spirituelles dans son sac, le pasteur Timothée s'approcha d'elle discrètement et lui fit signe de le suivre à l'arrière du temple dans une petite salle réservée aux conseillers. Sa voix était empreinte de compassion, mais son visage trahissait une lourde préoccupation. « Écoute ma sœur, depuis 6 mois maintenant, nous hébergeons ici même, dans la permanence de prière, la sœur Charon, sa petite sœur Kiki et leur maman Simone. Elles dorment à même le sol, sur un petit matelas usé. C'est difficile à voir. » Il marqua une pause, les mains croisées sur sa poitrine, puis ajouta « S'il te plaît, pourrais-tu parler à ton mari Anthony ? Peut-être pourrait-il organiser un petit travail pour Kiki, l'aînée. Ce serait un vrai coup de main. Elles sont dans une détresse réelle. L'Éternel vous bénira pour cela. » Émilie resta silencieuse un instant, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle promit de transmettre le message avec douceur à son époux. Une fois à la maison, le calme du salon contrastait fortement avec l'appel du pasteur. Anthony était assis sur le canapé, concentré sur un match de football diffusé à la télévision. Émilie, les mains encore un peu tremblantes, s'approcha lentement. « Chérie, je peux te parler 2 minutes ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Anthony tourna la tête à moitié, sans quitter totalement des yeux l'écran. « Oui, vas-y, mais vite, hein. Ils vont tirer le pénalty. Le pasteur Timothée m'a parlé après le culte. Il m'a demandé si tu pouvais peut-être aider à trouver un petit boulot pour la sœur Kiki. Elle dort sur le sol avec sa famille à l'église. » Anthony mit la télévision en pause, signe qu'il prenait au sérieux ce qu'elle venait de dire. Il soupira longuement, passa la main sur son front, puis répondit « Je comprends, mais tu sais bien que mon entreprise n'embauche presque plus. J'ai déjà fait passer 2 candidatures le mois dernier, et ça n'a rien donné. Je ne peux pas promettre ce que je ne suis pas sûre d'obtenir. » Émilie s'assit près de lui, les yeux pleins de compassion, sans pour autant insister. « Je sais, mon amour, mais je me disais, peut-être que si tu en parlais autour de toi, tu connais tant de gens. Elles ne cherchent pas un grand poste, même du ménage ou un service dans un bureau. Elles souffrent tellement. C'est dur de fermer les yeux. » Un silence y pesa quelques secondes, rompu seulement par les bruits des voisins à travers le mur. Anthony reprit doucement. « Je vais voir ce que je peux faire. Je ne promets rien, mais je vais demander à Maxime au dépôt et à Rose du service compta. Si l'un d'eux entend parler d'une place, je leur parlerai de Kiki. Mais je ne veux pas qu'on me tienne responsable si ça ne marche pas. » Émilie posa sa main sur celle de son mari, les yeux brillants de gratitude. « Merci, c'est tout ce que je demandais. Que tu essaies. Dieu fera le reste. Tu n'imagines pas ce que ce petit geste peut changer dans leur vie. » Anthony hocha la tête lentement, pensif. Il savait au fond de lui que ce genre de situation n'était pas rare, mais celle-ci lui faisait mal, peut-être parce qu'elle était venue par la voix de sa femme. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère douce mais chargée d'émotions, chacun méditant sur la manière dont la foi se manifeste aussi dans les gestes simples de solidarité. Anthony avait bien tenté de poser quelques questions dans certains départements de son entreprise, mais sans grande conviction. Il le faisait plus par obligation morale que par réel élan du cœur. En réalité, une partie de lui résistait encore à l'idée de s'impliquer dans une affaire
qu'il estimait ne pas lui appartenir. « On ne peut pas sauver tout le monde », murmurait-il souvent dans son esprit pour se rassurer. Pendant 6 mois, il rentra chaque soir à la maison sans nouvelles concrètes, avec des phrases vagues comme « Il n'embauche pas pour le moment » ou « J'ai demandé, mais rien de sûr ». Émilie, malgré tout, continuait de lui poser la question, avec espoir et douceur, comme une prière vivante. Elle ne le blâmait pas, mais sa persistance était un rappel silencieux. Chaque dimanche où elle croisait les regards fatigués de Charon et Kiki à l'église, cela ravivait sa compassion. Elle priait dans le secret, demandant à Dieu de toucher le cœur de son mari, d'ouvrir une porte, de faire tomber cette barrière invisible. De son côté, Anthony, bien qu'un peu agacé par la répétition des demandes, sentait lentement un poids se poser sur lui, comme une voix intérieure qui le travaillait. Et si c'était toi que Dieu voulait utiliser? Un jour, à l'heure du déjeuner, alors qu'il était seul dans la petite cafétéria de son entreprise, une pensée l'envahit soudainement. Il se leva, poussé par un élan qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il monta jusqu'au 2e étage, frappa doucement à la porte vitrée du bureau de la directrice du service social. Madame Couillat, une femme chaleureuse et attentive, l'accueillit avec son sourire habituel. « Bonjour Anthony, qu'est-ce qui t'amène? J'aurais une question un peu spéciale. Voilà, je connais une jeune femme sérieuse, en grande difficulté. Elle cherche un travail, même modeste. Est-ce qu'il y aurait une opportunité dans votre département? » Elle fronça légèrement les sourcils, réfléchissant. Puis, elle consulta rapidement une feuille devant elle. « Eh bien, figure-toi qu'on a justement un poste vacant dans l'entretien. C'est pas glorieux, mais c'est stable. Et si elle est sérieuse, on peut la former. Tu peux lui dire de venir avec son CV lundi. » Anthony resta là, bouche entrouverte, étonné de la rapidité avec laquelle la réponse était venue. Un petit frisson parcourut son dos. Il rentra chez lui ce soir-là, le cœur léger, presque joyeux. En entrant, Émilie le salua sans grande attente, habituée à ses retours sans nouvelles. Mais ce soir-là, il déposa son sac, s'approcha d'elle et, avec un sourire inhabituel, lui dit « Tu peux prévenir Kiki, il y a un poste pour elle. Qu'elle vienne lundi, avec son CV. » Émilie poussa un cri de joie, les yeux remplis de larmes. Elle se jeta dans les bras de son mari, répétant « Merci Seigneur, merci mon amour, tu as obéi à l'appel du cœur. » Le dimanche suivant, vêtue de son plus beau pagne, Émilie attendit patiemment la fin du culte. Puis, devant toute l'assemblée, elle s'approcha discrètement du pasteur Timothée et lui souffla la bonne nouvelle. Son visage s'illumina aussitôt. Il remercia Dieu en silence. Puis, après une courte prière, demanda qu'on appelle sœur Kiki. La jeune femme s'avança timidement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Le pasteur lui prit les mains, les yeux brillants d'émotion, et lui annonça la nouvelle avec solennité. « Ma fille, le Seigneur a vu ta peine, et aujourd'hui, il t'ouvre une porte. Prépare ton CV. Une place t'attend. » Kiki fondit en larmes, ému. Tous ils glorifièrent Dieu ensemble. C'était plus qu'un emploi. C'était un témoignage vivant que Dieu n'oublie jamais les siens. Le lundi matin, Kiki se présenta à l'accueil du bâtiment administratif, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Elle fut conduite avec courtoisie vers le bureau de Madame Couillaté, la directrice du service social. La pièce était simple mais ordonnée, avec des dossiers empilés sur un coin du bureau et une grande fenêtre laissant passer la lumière du jour.
Madame Kouyaté l'accueillit avec un sourire franc, accompagnée de 2 collaborateurs. « Bonjour Kiki, installe-toi. On va te poser quelques petites questions, rien de compliqué, » dit-elle d'une voix douce. L'entretien se déroula dans une atmosphère bienveillante. On lui demanda de parler un peu d'elle, de ses capacités et de ce qu'elle espérait faire dans l'entreprise. Kiki répondit avec politesse, dans un français correct, en prenant soin de bien articuler malgré le trac. À la fin, Madame Kouyaté hocha la tête avec satisfaction. « Nous allons t'engager. Mais avant de commencer pleinement, tu suivras une petite formation. Tu peux déjà venir demain matin. Bienvenue. » Kiki n'en revenait pas. À peine sortie du bureau, elle sauta de joie en silence dans le couloir, puis appela Émilie. « Sœur Émilie, c'est bon, ils m'ont accepté. Je commence demain. » De l'autre côté du fil, Émilie poussa un cri de bonheur. « Gloire à Dieu, je suis fière de toi, ma chérie. Tu vois que Dieu fait toute orchestre belle en son temps. » Le lendemain matin, Kiki arriva avec assurance pour sa première journée de formation. Elle prit des notes, observa attentivement les gestes de ses collègues et participa activement aux démonstrations. Les formateurs furent étonnés par sa rapidité d'apprentissage. « Cette fille est sérieuse, on peut compter sur elle », dit l'un d'eux à Madame Kouyaté à la fin de la journée. Après une semaine, Kiki reçut son premier salaire et prit une décision courageuse. Elle trouva un petit appartement en location au centre-ville de Lomé. Simple mais propre, avec 2 pièces, une douche et une petite cuisine. Elle appela Charon et leur mère Simone. « Préparez-vous, on ne dort plus à l'église. Dieu nous a donné un toit. » Elles s'installèrent ensemble dans ce nouveau chez-soi. Chaque coin de la maison portait le parfum de la reconnaissance. Elles y posèrent une petite table pour les repas, un matelas pour les nuits partagées et un coin spécial pour la prière. Le soir, elles chantaient à voix basse « Tu es fidèle, ô Dieu !» Le week-end suivant, elles allèrent rendre visite à Émilie. Sa maison était grande, décorée avec soin, dans un quartier calme de la ville. Dès qu'elle franchissait le seuil, Kiki ne manquait jamais de s'émerveiller. « Sœur Émilie, ta maison est magnifique. On dirait une photo de magazine. » Émilie souriait et répondait avec humilité « C'est la grâce de Dieu, ma sœur. Mais ce qui me réjouit, c'est de vous voir debout, heureuse, digne. » Dans le jardin, autour d'un jus de bissap frais, elle riait, parlait de l'avenir et partageait les merveilles de la fidélité divine. L'histoire de Kiki était devenue un témoignage vivant que, même après les nuits les plus froides sur un pavement, le matin de la grâce finit toujours par se lever. Une année s'était écoulée et la vie avait profondément changé pour Kiki, Charon et leur mère Simone. Le petit appartement au centre-ville de Lomé était devenu un foyer plein de souvenirs, de prières exaucées et de projets en construction. Kiki, grâce à son sérieux et à sa ponctualité, avait gagné le respect de ses supérieurs. On lui confiait de plus en plus de responsabilités, au point qu'elle travaillait parfois même les samedis. Les journées étaient longues, les nuits courtes. Parfois, elle rentrait épuisée, les épaules tombantes, mais toujours souriante. Un soir, alors qu'elle s'affalait sur le canapé, maman Simone l'observa longuement avant de murmurer « Ma fille, tu travailles trop. Même l'église dit tu y vas rarement maintenant. » Kiki soupira sans relever la tête. « Je sais, maman, mais c'est le travail. J'ai des dossiers à terminer, des rapports à remettre. Je n'ai pas le choix. » Mais au fond d'elle, quelque chose la dérangeait. Elle savait qu'elle s'éloignait doucement des racines qui l'avaient portée.
À la fin de l'année, la société où travaillaient Anthony et Kiki organisa une grande réunion de fin d'année. C'était une soirée solennelle où les mérites étaient reconnus et les promotions annoncées. Ce soir-là, une nouvelle inattendue fit vibrer toute la salle. Anthony fut élevé au rang de directeur général de la société. Les applaudissements résonnèrent longuement. Kiki, présente dans l'assemblée, sourit largement, heureuse pour celui qui avait, en silence, ouvert une porte dans sa vie. De retour à la maison, Anthony partagea la bonne nouvelle avec Émilie. « Ma chérie, on part fêter ça en France. Juste toi et moi, une vraie pause. » Émilie, émue, répondit « Gloire à Dieu. Tu vois comme il élève les humbles. C'est ton temps, Anthony, et je suis tellement fière de toi. » Le voyage fut un souffle d'air frais pour le couple. Paris, ses lumières, ses avenues, ses repas en terrasse, tout semblait irréel. Ils revinrent bronzés, reposés, souriants, mais à peine 2 jours après leur retour, Anthony, désormais à son bureau de directeur général, se rendit compte que la gestion quotidienne était plus lourde qu'avant. Il avait besoin d'une secrétaire de confiance, quelqu'un de discret, de rapide et d'organisé. Un soir, alors qu'il sirotait son café dans la cuisine, il en parla à sa femme. « Écoute, j'ai besoin d'une secrétaire, quelqu'un de fiable, mais je ne vois personne dans le personnel. » Avant même qu'il ne termine sa phrase, Émilie leva les yeux de son livre et déclara vivement « Mais enfin, Anthony, tu as Kiki. Qui d'autre que Kiki? Elle est sérieuse, efficace, et elle est déjà dans la boîte. Tu veux encore chercher ailleurs ?» Anthony acquiesça en silence. Il n'avait pas pensé à elle, mais l'idée faisait sens. Le lendemain, lors d'une réunion du collège de direction, il fit l'annonce officielle. « À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Kiki est ma secrétaire personnelle. Elle s'occupera de l'ensemble de mes dossiers administratifs avant signature. » Kiki, surprise, rougit légèrement, mais se leva, les yeux brillants. Elle hocha la tête humblement. « Merci, monsieur. Je donnerai le meilleur de moi-même. » La salle applaudit. Certains collègues échangèrent des regards approbateurs. D'autres murmuraient à voix basse, étonnés par la fulgurante ascension de cette jeune femme, autrefois presque inconnue. Dès ce jour-là, Kiki prit en main les dossiers du bureau du directeur général, avec une rigueur admirable. Elle gérait les courriers, filtrant les sollicitations, organisait les rendez-vous et même préparait les réponses stratégiques. Anthony, impressionné, lui confia peu à peu des tâches plus délicates. Un jour, il lui dit « Kiki, je dois l'admettre, tu es plus qu'une secrétaire, tu es une bénédiction. » Et elle, avec ce sourire discret qui la caractérisait, répondit « Merci, monsieur. » Toute la nuit, Kiki ne dormit pas. Elle était allongée sur le côté, les yeux ouverts, fixant le plafond comme s'il allait lui donner une réponse. Les battements de son cœur résonnèrent dans le silence de l'appartement modeste, et les aiguilles de l'horloge semblaient claquer chaque seconde, comme une insulte. Ses pensées tournaient en boucle. Il lui a offert une voiture flambant neuve, des bijoux en or, une bague en diamant. Et moi? Moi, je suis là. Je prépare ses cafés. Je gère ses dossiers. Je suis à ses côtés du matin au soir. Et pourtant, je ne reçois que des sourires et des mots gentils. Pourquoi? Pourquoi Émilie a-t-elle toujours droit à tout ce que je désire en silence? Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle se leva brusquement, marcha pieds nus jusqu'à la cuisine et se versa un verre d'eau qu'elle ne but pas.
Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une femme déterminée, blessée, affamée d'amour et de reconnaissance. « Ça suffit », murmura-t-elle en serrant le verre entre ses doigts. « J'ai trop attendu. J'ai assez obéi. Si je ne fais rien, je vais rester à cette place toute ma vie. » « Ce n'est pas une trahison, c'est un rééquilibrage, » se dit-elle à voix basse. « Moi aussi, je mérite d'être aimée. Moi aussi, j'ai droit à ma part de luxe. » Une larme coula, mais elle ne la sécha pas. Elle resta là, assise au bord du lit, le regard fixe, tandis que la lune baignait la pièce d'une lueur pâle. À cet instant précis, quelque chose bascula en elle. Ce n'était plus une simple employée fidèle ou une fille reconnaissante. Le matin suivant, encore troublée par la nuit sans sommeil, Kiki trouva Papa Jean près du portail, comme d'habitude, nettoyant doucement les vitres du véhicule de direction. Elle s'approcha de lui, le regard inquiet mais déterminé. « Papa Jean, tu m'as toujours dit que tu étais chef coutumier et que certains de tes amis pouvaient t'aider. Pas seulement pour les maladies, mais aussi pour les problèmes sentimentaux. » Papa Jean leva la tête, étonné par le ton inhabituel de la jeune femme. Elle poursuivit avec une voix presque tremblante. « J'ai besoin de voir l'un d'eux. Je suis prête à payer. Je ne vais pas bien dans mon cœur. » Le vieux chauffeur, aux yeux malicieux et à la voix grave, la scruta un moment en silence. Puis il essuya ses mains sur un chiffon. « Si tu veux vraiment, je vais te donner le nom et le numéro d'un vieil ami. Il s'appelle Mandra Madra. Il est très respecté. Tu le trouveras au marché d'Akodesewa. Il ne parle pas beaucoup, mais il voit loin. » Il griffonna sur un morceau de papier une adresse simple et un numéro de téléphone, qu'il tendit discrètement à Kiki. Kiki quitta les locaux de la société un peu plus tôt que d'habitude, prétextant ne pas se sentir bien. Elle salua à peine Anthony au passage, évitant son regard. Une fois hors du portail, elle héla un taxi-moto et donna l'adresse du grand marché d'Akodesewa, le cœur battant à tout rompre. Les rues de Lomé défilaient sous ses yeux, floues, irréelles. Elle se sentait comme happée dans un rêve étrange. En arrivant sur place, l'odeur de plantes médicinales, de poudre, d'encens et de sueur saturait l'air. Des tambours résonnaient au loin, mêlés aux cris des vendeurs. Kiki regardait autour d'elle, déboussolée, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un jeune homme en tunique beige, assis sous un arbre. « Excuse-moi s'il te plaît, je cherche le nom de Mandra Madra. » Le jeune homme la fixa un instant, puis sans un mot, se leva et lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent une allée poussiéreuse, bordée de statues sculptées, de talismans suspendus, de bouteilles remplies de liquides colorés. Tout autour, des regards curieux se posaient sur elle. Jeune femme bien habillée au milieu d'un lieu chargé de mystère. Finalement, ils arrivèrent devant une vieille case peinte de symboles étranges. À l'intérieur, assis en tailleur sur une natte usée, se trouvait un vieil homme à la peau plissée, les yeux comme deux puits sombres. Des plumes noires pendaient autour de son cou et une tête de bélier séché trônait à sa droite. Le jeune homme murmura « Voici Mandra Madra. Dis-lui ce que ton cœur veut. » Kiki sentit un frisson parcourir son échine. Elle entra lentement, posa un billet de 10 000 francs CFA sur une calebasse et s'agenouilla en silence. La pièce était lourde, étroite, et l'air y vibrait de quelque chose d'indéfinissable. Pour la première fois, elle allait oser dire à voix haute ce que son cœur cachait dans le secret de la nuit. Le vieil homme ouvrit lentement les yeux,
comme s'il venait de sortir d'un sommeil profond. Sa voix rauque résonna dans l'espace exigu, coupant l'air comme une lame silencieuse. « Que veux-tu, ma fille? Et comment t'appelles-tu » Kiki, le regard baissé, répondit d'une voix timide. « Je m'appelle Kiki. Je viens parce que mon cœur est troublé. J'ai besoin que tu m'aides à avoir ce qui ne m'appartient pas encore. » Le féticheur ne répondit pas tout de suite. Il attrapa un petit miroir noirci par le temps, entouré de plumes et de ficelles rouges. Il le posa devant lui, ferma les yeux et récita quelques incantations dans une langue ancienne. Puis, lentement, il ouvrit ses paupières, fixant le miroir. Ses lèvres bougèrent à ce bruit, alors que ses yeux semblaient te voir au-delà du visible. « Oui, je vois. Tu n'as pas dormi cette nuit. Tu as été envahi par des pensées qui ne viennent pas de toi seul. Tu veux ce que possède une autre. Tu veux ce que Dieu n'a pas encore mis entre tes mains. » Kiki sursauta, les larmes aux yeux. Elle n'avait rien dit de tout cela à voix haute. Comment le savait-il? Le vieux Mandramadra continua cette fois, d'une voix plus basse, presque en dialogue avec son esprit. « Mais sache que la femme d'Anthony, elle prie. Elle est couverte d'un manteau spirituel puissant. Ce que tu demandes ne se fait pas n'importe comment. Nous ne ferons rien ici. Trop d'yeux, trop d'interférences. Ce travail se fera à la rivière Zio, là où les esprits sont plus libres. » Il plongea la main dans un sachet et en sortit une petite pierre plate. « Prends ceci. Garde-la sur toi, ne montre sa personne, garde-le jalousement. Tu viendras avec ça le jour A. Je t'appellerai. Sois toujours attentive à mon numéro. Je ne te rappellerai pas 2 fois. » En sortant de la case, Kiki tremblait. Le soleil de midi frappait fort, mais elle sentait un froid intérieur la ronger. Ce qu'elle venait de vivre n'était pas un jeu. Elle avait franchi une limite. Pourtant, une part d'elle-même se sentait plus déterminée que jamais. Dans la foule du marché d'Akodesewa, elle disparut lentement, tenant dans sa main la petite pierre noire, comme si elle venait d'accepter un pacte muet entre son âme, ses désirs et un monde qu'elle ne comprenait pas encore. 5 jours plus tard, une tension invisible planait dans l'air. Ce soir-là, Anthony était allongé sur le canapé du salon, les yeux mi-clos, épuisé par une semaine de réunions et de responsabilités écrasantes. Il se massait le front quand soudain un cri perça le silence de la maison. Il se redressa d'un bond. Dans le couloir, Émilie apparaissait, recroquevillée, les mains sur son ventre, le visage tordu par la douleur. « Anthony! C'est le moment! Le bébé arrive !» Il courut vers elle, l'aida à marcher, puis la porta presque jusqu'à la voiture. Le moteur rugit dans la nuit, alors qu'il fonçait vers l'hôpital. Le cœur d'Anthony battait fort, mêlé d'angoisse et d'excitation. Il appelait déjà le médecin en chemin, pressant sur l'accélérateur. Pendant ce temps, au même moment, le téléphone de Kiki vibra doucement sur la table de chevet. Elle sursauta, s'empara de l'écran. C'était un numéro inconnu. Une voix grave murmura. « C'est Mandramadra. C'est le moment. Prends une moto, viens à la rivière Dio. Maintenant. » Elle se leva brusquement, attrapa son petit sac contenant un peu d'argent et la pierre mystique qu'il lui avait confiée. « Maman, j'ai un petit malaise. Je vais prendre l'air. J'arrive tout de suite. » Elle sortit précipitamment, monta sur une moto-taxi et donna l'adresse du point de rendez-vous. L'air de la nuit lui fouettait le visage, mais ses pensées étaient déjà loin, guidées par l'ombre de son désir. Il était 22h15
quand elle descendit près des berges de la rivière Zio. Le vieil homme était déjà là, immobile, drapé dans un tissu rouge et noir. Il semblait ne pas respirer, comme s'il était suspendu dans une autre dimension. Dès qu'elle s'approcha, il leva la tête. « C'est maintenant ou jamais. Ce que tu veux a un prix. » Il planta une bougie noire dans la terre humide, traça des signes autour et commença à réciter de longues incantations dans une langue ancienne. Son corps vibrait à chaque syllabe. Il invoquait les esprits des eaux, les forces cachées de la nuit. À ce moment précis, à des kilomètres de là, Émilie était en train d'être installée en salle d'accouchement, les larmes aux yeux, la douleur l'arrachant à tout raisonnement. « Anthony, c'est à cause de toi. Tu crois que c'est facile de porter ton enfant? Tu dors pendant que je souffre. Et ta famille, quelle famille d'égoïstes !» Les infirmières tentaient de la calmer. Le docteur se préparait, mais les paroles d'Émilie étaient dures, incontrôlées. Chaque cri semblait traverser les dimensions, comme si l'univers lui-même résonnait de sa fureur. Et dans la nuit obscure, Mandra Madra tressaillit, comme si un courant venait de traverser son corps. Il leva soudainement les bras au ciel. « C'est maintenant, le canal est ouvert. » Une lumière étrange jaillit de la rivière. Un tourbillon d'écume se forma, et dans ce maelstrom mystique apparut une femme blanche étincelante, d'une beauté irréelle, les pieds nus sur l'eau, vêtue d'un voile scintillant. Elle s'approcha lentement, sans un mot. Kiki, pétrifiée, tomba à genoux. La femme lumineuse parla d'une voix douce et tranchante à la fois. « Voici la poudre que notre serviteur a demandée pour toi. Tu veux l'amour, la domination? Alors écoute bien. Chaque matin, prépare un café pour ton chef Anthony. Juste une petite pincée de cette poudre. Rien de plus. Pas 2 fois. Pas trop. Une seule petite cuillère. Jusqu'à ce que ses yeux se détournent d'Emilia et ne voient plus que toi. » Elle tendit une petite fiole scellée, puis disparut dans un souffle de vent, comme si elle n'avait jamais existé. Mandra Madra referma le cercle de bougies, planta ses yeux dans ceux de Kiki et murmura « Tu as commencé un chemin qui ne revient pas en arrière. Garde ton cœur silencieux, agis doucement et surtout, n'oublie pas, l'amour volé réclame toujours un prix. » Kiki, tremblante, serra la fiole contre elle, la gorge nouée, entre la peur, l'excitation et la certitude d'avoir franchi une frontière invisible. Après 2 mois d'absence bien justifiée, Anthony fit son retour au bureau sous les applaudissements chaleureux du personnel. Tous étaient curieux d'avoir des nouvelles du bébé et les sourires étaient sincères. On pouvait lire la fatigue sur son visage, mais aussi une certaine sérénité nouvelle. « Alors, monsieur Anthony, c'est un garçon ou une fille ?» lançait un collègue. « Une fille. Elle s'appelle Grace. Elle nous a bien secoués, mais elle va très bien maintenant. Et la maman aussi. Merci à tous pour vos messages pendant mon congé. » Dans l'ombre, Kiki écoutait, le visage neutre, tenant un plateau où reposait une tasse de café soigneusement préparée. Mais ce matin-là, avant de quitter sa petite cuisine de service, elle avait discrètement glissé une minuscule pincée de la poudre mystique dans le breuvage. Un rituel silencieux, précis. Elle répéta intérieurement les mots « Della Sirène Zio ». Pas trop, juste une fois. Chaque jour, une pincée, jusqu'à ce que son cœur cède. En entrant dans le bureau de direction, elle sourit calmement. « Monsieur Anthony, voilà votre café du matin, bien chaud. »
Il leva les yeux de ses dossiers et répondit avec chaleur. « Merci, Kiki. Tu es toujours aussi ponctuelle. » Mais avant qu'elle ne reparte, il la regarda avec une expression soudain plus interrogative. « Ma sœur Kiki, ça me surprend. Tu sais qu'Émilie a accouché, que maman Simone et Sharon sont venues plusieurs fois. Mais toi, tu n'es jamais passé voir le bébé. Tout va bien ?» Kiki esquissa un petit rire gêné, les mains croisées devant elle. « Oh, monsieur, j'étais un peu malade ces derniers temps. Et puis, je ne voulais pas déranger. J'ai pensé que vous étiez entouré. Et je me suis dit que je passerais un jour avec un cadeau. » Anthony hocha la tête, sans soupçon. Il but lentement sa tasse, sans savoir qu'un changement subtil venait de s'opérer en lui. Rien ne se produisit sur le moment. Pas de vertige, pas de sensation étrange. Juste un café au goût un peu plus terreux que d'habitude. Il en sourit presque. Mais en fin de journée, alors que le soleil se couchait doucement sur Lomé, Anthony rangeait ses affaires quand une idée, douce mais insistante, traversa son esprit. Il se leva, passa devant le bureau de Kiki, frappa doucement. « Kiki, tu fais quelque chose ce soir ?» Elle leva les yeux, surprise. « Non, monsieur, rien de spécial. »« Viens, je t'invite au restaurant, juste pour parler, décompresser un peu. Tu as beaucoup travaillé ces derniers mois. Tu mérites bien un bon repas. » Kiki sentit son cœur bondir. Elle tenta de garder son calme, mais un frisson de satisfaction l'envahit. La poudre mystique venait peut-être de faire son premier effet. « Merci, monsieur. Ce serait un plaisir. » Ils sortirent ensemble, dans la douce chaleur du soir, sans rien dire de plus. Mais dans les rues de Lomé, l'ombre d'un choix invisible venait de s'étendre sur leur relation. Et derrière ce geste anodin se cachait désormais une force que ni l'un ni l'autre ne maîtrisait encore. Sur le chemin du restaurant, l'air était chaud et la nuit commençait à envelopper la ville. Dans la voiture, Anthony parlait de tout et de rien, mais ses yeux se posaient un peu plus souvent sur elle. À la sortie du restaurant, alors que la nuit enveloppait Lomé de son voile tiède, Anthony ouvrit la portière à Kiki, avec une élégance presque théâtrale. Avant qu'elle ne monte dans la voiture, il sortit une liasse épaisse de billets soigneusement rangés dans une enveloppe beige et la lui tendit. « Tiens, Kiki, je veux que tu prennes une grande maison, belle, dans un quartier digne de toi. Installe-toi avec ta mère et Sharon. Ne lésine sur rien. Meubles, rideaux, électroménager. Je veux que tu vives dans le confort. » Kiki resta bouche bée, les mains tremblantes, alors qu'elle recevait l'enveloppe. Elle murmura. « Merci, Anthony. Tu n'imagines pas ce que cela représente pour moi. Pour nous. » Anthony hocha simplement la tête, évitant de trop s'attarder sur la profondeur de ce geste. Puis, une fois reconduit chez lui, il mentit à Émilie avec un naturel glaçant. « On a eu une réunion de dernière minute, ma chérie. C'est tombé tard. Je suis désolée. » Émilie, épuisée par les nuits blanches du nourrisson, lui fit confiance sans questionner. Elle l'embrassa distraitement et se rendormit aussitôt. Quelques jours plus tard, Kiki emménagea dans une luxueuse maison à Marina, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. La villa blanche aux grandes baies vitrées, dotée d'un jardin soigné et de meubles neufs, représentait tout ce dont elles avaient été rêvées pendant les années de galère. Maman Simone et Sharon furent émerveillées à leur arrivée. C'était comme vivre dans un magazine. Une fois installée, Kiki appela ses deux confidentes dans le salon et, d'une voix calme mais ferme, elle fit sa révélation. « Maman, Sharon,
Asseyez-vous. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis en couple avec Anthony. » Maman Simone écarquilla les yeux, choquée, tandis que Sharon fronçait les sourcils. « C'est Anthony qui nous paie tout ça. Le loyer, les meubles, même cette table où on est assise. » Elle s'agenouilla devant sa mère, saisissant ses mains. « Maman, je t'en supplie. Tu sais d'où on vient. La pauvreté. Les nuits à dormir sur un matelas au sol. On a trop souffert. Ce que je te demande, ce n'est pas de m'applaudir, juste de garder le secret. » Un long silence tomba dans la pièce. Maman Simone regardait ses deux filles, partagées qu'entre l'instinct maternel et la conscience morale. Mais la villa, la climatisation silencieuse, les rideaux en soie, le frigo plein, tout cela l'enchaînait peu à peu à cette nouvelle réalité. Sharon, elle, croisa les bras sans mot dire, mais son regard parlait de résignation. Finalement, la voix de maman Simone s'éleva, presque tremblante. « Je suis ta mère, Kiki. Je ne peux pas cautionner. Mais je comprends. Si c'est ce qu'il faut pour qu'on ne retourne plus jamais dans la misère, alors je garderai le silence. Que Dieu nous pardonne. » À ce moment-là, un pacte silencieux fut scellé. Un secret de famille s'installa dans les murs de la Villa Marina. Un luxe payé par l'interdit. Une vie de rêve fondée sur une trahison. Anthony, de plus en plus distant, découchait sans explication, évitant les regards d'Émilie, ignorant les pleurs du nourrisson. Il errait dans la maison, comme un étranger chez lui, rongé par une obsession nouvelle dont il ne comprenait plus la source. Un matin, sans préavis, il se leva, fixa Émilie froidement et déclara « Tu dois partir, toi et ton enfant. Cette maison ne t'appartient plus. » Émilie, choquée, croyait à une mauvaise blague. « Anthony, qu'est-ce que tu dis là? Où veux-tu que j'aille avec notre bébé? » « Ce n'est plus ton problème. Tu ne me comprends plus. Tu m'oppresses. Kiki me donne la paix que tu n'as jamais su m'offrir. » Il avait parlé comme un homme envoûté, un homme déconnecté de sa propre humanité. Chassée avec violence, sans même pouvoir récupérer ses affaires, Émilie erra dans les rues de Lomé, tenant son bébé serré contre elle, les larmes se mêlant à la poussière. Elle n'avait ni famille proche, ni amis dans la ville. Son seul refuge fut la permanence de prière de l'église, là où elle avait tant prié autrefois pour d'autres. Elle dormait sur le carrelage, sans couverture, le petit bébé dans les bras. Le pasteur, lui-même accablé par la mort récente de sa femme, ne pouvait pas l'héberger. Il venait lui parler, prier avec elle, lui apporter du thé chaud le matin, mais ses moyens étaient limités. Un soir, sous une pluie battante, l'eau ruisselait sur les dalles de l'église. Le froid pénétra le corps du bébé. Émilie tenta de le réchauffer de ses mains, de ses larmes, de ses prières. En vain. Le lendemain matin, le petit ne respirait plus. Dans le silence étouffant de l'hôpital, le docteur baissa les yeux. « Je suis désolée, madame. C'est trop tard. » Émilie s'effondra au sol, hurlant dans un cri déchirant que seuls les anges pouvaient entendre. À cet instant, à l'autre bout de la ville, Anthony et Kiki prenaient un brunch en terrasse, riant, insouciants. Ils venaient de finaliser les papiers pour envoyer maman Simone en Europe, pour soins médicaux avancés. La villa était pleine de musique, de senteurs de parfums chers, de nouveaux meubles livrés. Nulle ombre de remords ne semblait flotter dans leur quotidien doré. Mais quelque part, une douleur muette montait vers le ciel. Une prière silencieuse, l'enterrement de la petite Grâce, fut organisé dans une grande dignité, bien que dans une tristesse muette.
Émilie ne dit rien. Elle ne versa plus de larmes en public, comme si une partie d'elle était morte avec son enfant. Les membres de l'Église, émus par sa force silencieuse, l'entouraient de prières, de chants de consolation, de versets d'espérance. Le cercueil minuscule, blanc ou fleuri, fut descendu dans la terre sous un ciel gris, pendant qu'Émilie restait debout, figée, le visage sans expression. Après la cérémonie, alors qu'elle se tenait seule derrière le temple, un homme l'approcha. C'était le pasteur Michel, un ami proche du pasteur principal, revenu récemment d'Europe. « Maman Émilie, j'ai entendu ce que tu as traversé. Je ne peux pas te laisser comme ça. Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Émilie baissa les yeux, la gorge serrée. « Je veux juste rentrer chez moi. Je veux retourner au Cameroun, là où je pourrais respirer. » Sans poser plus de questions, le pasteur Michel acheta un billet d'avion et s'occupa des derniers détails. Quelques jours plus tard, Émilie monta dans un avion sans laisser d'adresse, ni aux membres de l'Église, ni même au pasteur. Elle voulait disparaître, guérir loin du regard des hommes. Un silence de 2 ans s'installa, un silence que personne ne pouvait briser. Pendant ce temps, la belle vie battait son plein chez Anthony et Kiki. Le luxe, les soirées mondaines, les dîners en terrasse. Tout semblait parfait en apparence. Mais une ombre étrange s'infiltrait dans les nuits d'Anthony. Chaque nuit, il parlait en dormant, comme possédé par une mémoire qui refusait de mourir. « Émilie, mon amour, pourquoi tu pleures ? Pardonne-moi, Émilie. » Kiki, couchée à côté de lui, se redressait, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle le secouait parfois, mais même réveillé, il semblait ailleurs, perdu dans un monde où Émilie restait reine. Frustrée et terrifiée à la fois, Kiki retourna à sa valise cachée, là où elle avait conservé le reste de la poudre mystique. « Il faut qu'il oublie son nom, il faut que ça cesse !» se murmura-t-elle, les mains tremblantes. Mais elle oublia, ou choisit d'ignorer, les paroles de la sirène de Zio. Juste une pincée, une seule fois par jour, jusqu'à ce qu'il t'aime. Kiki, dans sa hâte et sa jalousie, ajouta non pas une, mais 2 cuillères pleines dans les plats d'Anthony. Tous les jours, pendant 3 mois, elle voulait effacer jusqu'à la racine le souvenir d'Émilie, croyant pouvoir reprogrammer l'amour. Mais bientôt, Anthony tomba malade. D'abord des maux de tête violents, des vertiges, puis la perte d'appétit, les saignements du nez, l'insomnie, les crises de confusion. Ils allèrent d'un hôpital à l'autre, généralistes, neurologues, spécialistes de Lomé et même de Cotonou. Rien, aucun diagnostic précis. Tout semblait normal sur les papiers, mais son corps, lui, s'éteignait peu à peu. Kiki, rongée par la panique, brûla la valise, les restes de la poudre, tous les objets du rituel. Trop tard. Un soir, Anthony tomba dans le coma. 5 jours de silence, 5 jours de machines, de perfusion, de prières désespérées. Le 6e jour, à l'aube, son cœur s'arrêta. Le moniteur de l'hôpital émit un dernier bip long et plat. Anthony, autrefois puissant, respecté, adulé, s'en était allé. Kiki s'effondra au sol dans un cri animal, sans grâce, sans gloire. Elle venait de perdre bien plus qu'un homme. Elle avait perdu le fruit empoisonné de ses désirs. Et dans ce silence terrible, un vent nouveau souffla sur la ville. Un vent qui portait, quelque part, le nom d'Émilie. La nuit de la veillée mortuaire était lourde, épaisse d'un silence pesant. Autour du cercueil d'Anthony, les pleurs se mêlaient aux chants funèbres, aux soupirs des proches
et au crépitement discret des bougies. Dans un coin du salon, allongée sur une natte au motif fatigué, Kiki tentait de fermer les yeux, blottie contre sa sœur Charon. Mais son cœur n'était pas tranquille. Une fièvre intérieure la consumait doucement. Et puis, alors que l'assemblée sombrait dans un demi-sommeil, elle s'enfonça dans un rêve qui n'avait rien de paisible. Dans ce rêve, la rivière Zio s'ouvrait devant elle comme une gueule vivante. La sirène des eaux surgit lentement, vêtue d'un voile translucide, ses yeux flamboyants de colère. Sa voix n'était ni douce, ni humaine. « Kiki, pourquoi? Pourquoi as-tu désobéi? Pourquoi as-tu mis plus de poudre que demandé? Pourquoi as-tu brûlé les objets sacrés? Tu as brisé le pacte. Tu as détruit l'équilibre. » Avant que Kiki ne puisse répondre, la sirène leva la main et lui administra une gifle fulgurante qui fit résonner le nom d'Émilie dans tout le monde onirique. Ce coup mystique la propulsa hors du sommeil et elle se réveilla en sursaut, haletante, les yeux hagards, trempés de sueur. Autour d'elle, tout le monde s'était assoupi, mais dans un éclat d'hystérie, Kiki se leva brusquement, se mit à rire de manière incontrôlable, brisant le silence du deuil. Les regards se tournèrent vers elle. « Ha ha ha! Elle est venue! Elle m'a parlé! La sirène! C'est moi la cause! » Elle arracha un à un ses vêtements, ne gardant qu'un pagne mal noué, les cheveux épars. « Je l'ai tué. J'ai tué le bébé Grace. J'ai empoisonné le café. Et quand ça ne suffisait pas, j'ai mis plus de poudre dans la nourriture. Et maintenant, il est là, dans le cercueil. C'est moi la cause. » La foule recula pétrifiée. Certains criaient « Elle est possédée !» D'autres tentaient de la calmer. Charon pleurait en silence, incapable de bouger, paralysée par la honte et la peur. Depuis ce jour-là, Kiki erra dans les rues de Lomé, les pieds nus, les cheveux en désordre, parlant toute seule. Les passants la reconnaissaient. C'est elle, la secrétaire du feu directeur Anthony. Elle s'arrêtait parfois devant les vitrines, murmurant à son reflet, ou riait en pleine rue, hurlant le nom d'Émilie comme une prière déformée. Le luxe avait disparu, les bijoux remplacés par des bracelets de fil, le parfum effacé par la sueur et la poussière. Les enfants la fuyaient, les femmes priaient en la voyant passer. Et dans la grande maison qu'elle avait autrefois partagée avec Anthony, il ne restait plus que des murs froids et des souvenirs fêlés. Le nom d'Émilie, qu'elle avait tenté d'effacer avec des rituels, résonnait désormais dans chaque recoin de son esprit, comme une malédiction vivante. À ne pas oublier, les lois de l'invisible ne se tordent pas sans conséquence. Elle a voulu forcer l'amour, manipuler le destin, voler ce qui ne lui appartenait pas. Mais ce qu'on obtient dans l'ombre finit toujours par nous consumer. Attends ton heure. Ce que Dieu a prévu pour toi ne passera jamais à côté de toi. Et la sirène de Zio n'oublie jamais les pactes rompus. Voilà, notre belle histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Clique sur s'abonner, active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. YouTube nous informe que beaucoup regardent les vidéos, mais oublient de s'abonner. Alors s'il te plaît, abonne-toi maintenant et aide cette chaîne à grandir. Et à vous, mes fidèles abonnés, merci du fond du cœur. Vos écoutes, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de prier, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire émouvante et inspirante. Merci beaucoup et que notre bon Dieu vous bénisse.